RCN. Le son de la différence. Le Forum des bailleurs sur RCN, en partenariat avec l'OMH. Bonjour à tous, bienvenue dans votre nouvelle émission du Forum des bailleurs en partenariat donc avec l'OMH. Beaucoup d'invités autour de la table avec moi aujourd'hui. Bonjour à tous. Je vais vous proposer qu'on commence cette émission en faisant tout d'abord un tour de table, que chacun puisse se présenter. Allez-y. Alors, je suis Jean-François Briche, je suis chargé de mission à l'OMH de Grand Nancy. Et ma mission est de suivre ce grand programme de rénovation urbaine sur le deuxième temps, puisqu'il y avait déjà eu un premier temps depuis 2004. Donc là, sur l'année 2020-2030, ça sera moi qui serai en commande. Donc moi, je suis Mathieu Collot, je suis responsable de programme à l'OMH du Grand Nancy et je suis en charge des projets de déconstruction-réhabilitation sur le plateau de Haye. Bonjour, moi c'est Zoé Pernet, je suis conductrice de travaux dans l'entreprise de GTM Allé du groupe Vinci Construction. Chakroun Abdeltif, président de l'atelier de vie de quartier et responsable du club de boxe. Eh bien, merci pour ces présentations. Alors, Jean-François Briche, je vais commencer avec vous. Déjà, pour réexpliquer, quand on parle du plateau de Haye, de quel secteur exactement, quel secteur on englobe dans cette appellation plateau de Haye? Alors, quel secteur? C'est un secteur, on va dire, si on repart à la genèse de l'histoire, on va rester sur le Haut du Lièvre. Le Haut du Lièvre, c'était un quartier qui est de Nancy, mais qui est implanté sur 3 villes, Nancy, Laxou et Maxéville. Et dans le cadre de la LAMI, c'était en 2014, je crois, il y a eu un transfert de quartier politique prioritaire. Et ce quartier a été divisé en deux, le quartier Plateau de Haye sur la ville de Maxéville et de Nancy, et un quartier Laxou-Champ-le-Bœuf sur Laxou, Maxéville et Nancy. Alors le plateau de Haye, c'est un quartier qui est en pleine transformation. Ça fait déjà de nombreuses années que des travaux sont entrepris sur le plateau. Il y a un vrai enjeu derrière justement de transformer ces quartiers et particulièrement le plateau de Haye. Pourquoi ces transformations aujourd'hui sont importantes dans ces quartiers ? C'est pour changer l'image de ce quartier. Il a été souvent stigmatisé et le tout, c'était vraiment d'enlever ce côté obscur, on va dire, de cette histoire de quartier, parce qu'en fin de compte, ce quartier n'est pas pire qu'un autre. Il fait bon y vivre, Monsieur Chakroun le dira, il fait vraiment bon y vivre. Et ce quartier est en complète transformation, vous l'avez rappelé, depuis presque 20 ans maintenant. Donc il y a des enfants qui ont 17 ou 18 ans, qui ont connu ce quartier en chantier depuis leur naissance. Mais c'est un quartier qui est en pleine expansion. Il ne faut pas oublier qu'avant l'ANRU 1, il n'y avait que cette partie sud qui était prise, puisque la rue Bonnevet, et de l'autre côté, c'était des carrières. Donc c'était et maintenant, quand on arrive sur la rue Bonnevet, quand on vient avec le BHNS sur le quartier, on voit bien que ce quartier est complètement vivant, autant du côté nord que du côté sud. Et il y a un gros pôle de cliniques privées, le groupe Elsan qui s'est installé ici. Il y a aussi tout un pôle économique, c'est un quartier en devenir écoquartier. Donc c'est un quartier en pleine transformation. Oui, on peut le constater. Vous disiez les travaux, cette transformation en tout cas est engagée depuis plus de 2 décennies. Aujourd'hui, on constate déjà les fruits de cette transformation. On peut dire que les fruits sont là. Non seulement on peut le dire, mais on peut le dire que ce quartier est un quartier maintenant entièrement inclus sur les 3 villes que je vous ai citées tout à l'heure. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'au niveau mobilité, on est à 1 quart d'heure, 20 minutes de la place Stade. Donc ça, c'est pas négligeable. On est à 10 minutes de la plus grande forêt d'Emmanuel, qui est le forêt de Haye. Et le but de ce nouveau programme de rénovation urbaine, c'était vraiment de ramener cette forêt sur le quartier, de ne plus construire de la même façon, de ne plus faire des immeubles à hauteur de plus de 10 étages. Et quand il y a eu la concertation dans ce nouveau programme de rénovation urbaine avec les habitants du quartier, les habitants ont dit, si vous voulez continuer la transformation de ce quartier, il faut toucher aux cèdres et aux tilleuls, sinon vous ne changerez pas ce quartier. Alors justement, les cèdres, cèdres bleus et tilleuls argentés, parlons-en de ces grands immeubles.
Qu'est-ce qui s'y passe en ce moment? Enfin, en ce moment, je dis en ce moment, mais ça fait déjà quelques années que les chantiers ont démarré et ils sont en cours. Mathieu Collot, du coup, je me tourne vers vous. Racontez-nous un petit peu l'histoire actuelle du cèdre bleu et du tilleul argenté. Là, effectivement, ça fait 3 ans qu'on a commencé les travaux. Donc, je pense qu'on n'est plus un nouveau-né. On commence à grandir, à avoir un petit rythme de croisière. On est environ quand même sur près de 150 ouvriers en permanence, avec près de 20 entreprises, plus les sous-traitants. Et là, on a commencé déjà à livrer 160 logements sur le cèdre bleu et on continue la réhabilitation. On va livrer tous les mois et demi une trentaine de logements pour continuer et finir de livrer le cèdre bleu d'ici la fin d'année et commencer à livrer le tilleul argenté dans l'automne. Et donc, on continue la mue du bâtiment, la métamorphose du bâtiment, parce que là, on n'est pas sur de la réhabilitation standard, on est vraiment sur de la restructuration. Le bâtiment change complètement. L'idée, c'est même pas en plus de changer juste l'image d'un quartier, ou même l'image d'un bâtiment. C'est pas une image qu'on change, c'est vraiment toute une ossature, toute une structure du quartier et du bâtiment. C'est pas un coup de rouge à lèvres. On est vraiment dans quelque chose. L'objectif, c'est vraiment de changer ces logements pour offrir aux locataires nouveaux et même anciens, ceux qui sont issus du relogement, des logements beaucoup plus adaptés aux besoins de maintenant, ouverts sur l'extérieur, traversant, avec des espaces façade sud, vous avez des balcons de 12 mètres carrés, voire 18 mètres carrés, plein sud sans vis-à-vis. C'est-à-dire que ça, qualitativement, vous ne trouvez pas ça dans la promotion privée, par exemple. Et ce qu'on peut préciser, au-delà de l'intérieur de ces bâtiments qui ont été transformés, c'est que là, l'idée aussi, c'était de casser ces longues barres et d'en faire justement je ne sais même pas si on peut encore les appeler comme ça, mais des barres plus petites en tout cas. Tout à fait. L'idée, c'est d'avoir des plots, finalement, et de recréer de la transparence, quand on regarde, quand on se met sur la tour panoramique ou au niveau des cliniques, on voit la gradation sur des bâtiments de R+3, R+6, là maintenant après sur des R+13, et d'ouvrir, c'est-à-dire que quand vous passez devant le tilleul argenté ou le cèdre bleu, maintenant vous voyez façade sud. Vous avez pu un mur, moi je dis tout le temps, c'est le mur de Game of Thrones, en fait. C'est-à-dire que là, d'un coup, vous aviez vraiment une véritable frontière physique d'un côté entre la ville d'un côté et puis le quartier de l'autre. Quelque chose un peu mystique, et finalement là maintenant c'est relié, comme dit Jean-François, c'est vraiment d'intégrer le quartier pleinement dans la ville. C'est pas un quartier un peu caché, on le montre, il est visible de partout maintenant. Et l'idée en plus de continuer les déconstructions va permettre encore de métamorphoser le quartier. Déconstruire, mais il faut aussi reconstruire, parce que là par exemple sur les bars, forcément on coupe des parties, ça fait moins de logements, mais les besoins sont toujours là. Tout à fait, donc c'est pour ça que dans le cadre de l'ANRU, effectivement on a de la déconstruction, donc avec la modification d'offres sur la restructuration, et comme on l'a de l'autre côté, des livraisons avec 130 logements collectifs, 32 pavillons, 20 logements collectifs, 70 pavillons également sur le quartier près de Gentilly, pour en plus diversifier l'offre, réussir à faire plus de mixité sociale, et toujours d'essayer d'offrir des logements le plus qualitatifs possible à notre population. Donc vous le disiez, l'OMH mène actuellement dans le cadre de ce projet de rénovation urbaine 9 projets justement différents, donc où il y a à la fois du neuf et aussi réhabilité d'anciens logements. Tout à fait, oui. Alors sur les 9 projets, on a de la démolition partielle, la réhabilitation et la reconstitution de l'œuvre. Mathieu le disait, on a démoli presque 400 logements sur le quartier. Dans le cadre de l'ANRU 1, l'ANRU a autorisé de démolir un logement et d'en reconstruire un sur le quartier. Dans le cadre du NPNRU, ça n'a pas été la même chose. Donc on nous a quand même autorisé exceptionnellement à reconstituer 230 logements sur le quartier, donc ce qui fait nos reconstitutions de l'œuvre. Donc 130 logements rue du Merlon, 70 pavillons et logements intermédiaires place Jules Verne, à la place du blanc sycomore et de l'être pourpre, voilà, je vais y arriver à le dire. Et aussi les démolitions, puisqu'on aura 2 bâtiments qui seront démolis, qui seront les boulots, le D1 et le D2, mais aussi cette tour panoramique qui est sur le territoire de Maxéville. Et je vais dire, en compensation de la démolition de cette tour panoramique, et on a lancé une concertation avec les habitants restants sur cette tour panoramique, puisque on l'a bien vu, tout le monde est attaché à ce quartier et personne ne voulait partir, et d'autant plus sur la tour panoramique, que ce soit les locataires ou même
ou même, je vais dire, les élus, n'avaient pas envie de le voir partir, cette tour panoramique. Mais après forte concertation, de rechercher autrement sur cette tour panoramique, donc on a décidé de la démolir en accord avec la ville de Maxéville. Et en compensation, on a fait travailler nos locataires sur la tour panoramique, sur ce qu'ils auraient envie sur 2 projets. Donc sur les 32 pavillons en bois qui se trouvent rue Abbé-Altenbourg, et aussi 20 logements rue des Zones à destination des seniors de la tour panoramique. Alors ce projet a été encore plus fort, parce qu'il y a eu un accompagnement fort pour les seniors sur la tour panoramique, puisqu'on les a carrément inclus dans les études, dans le recrutement du maître d'œuvre. On a écouté leurs doléances sur ce qu'ils voulaient, sur ce qu'ils avaient besoin, et on l'a adapté sur ce logement. Le chantier du Cèdre Bleu et Tilleul Argenté, c'est un chantier qui n'est pas commun. Est-ce que c'est un challenge motivant? Est-ce que c'est difficile aussi de travailler sur ce genre de chantier? Alors, suivre un projet comme ça, c'est en étant chargé de mission, chef de projet ou même responsable de programme, s'il n'y avait pas d'aléas dans un chantier, on s'ennuierait vite. C'est sûr qu'on s'en passerait, mais c'est toujours, oui, c'est un challenge et on voit la joie de nos locataires quand ils arrivent dans les nouveaux logements et on se dit qu'on a bien fait de se lever pendant 5 ans pour même gérer les ennuis, pour rester poli, et de se dire, on a eu raison. Et je pense que ça soit Mathieu ou moi, peut-être plus Mathieu, parce qu'il est beaucoup plus impliqué en tant que responsable de programme sur la démolition et la réhabilitation du Cèdre et du Tilleul. Comme on le dit, c'est 2 bars emblématiques. Donc de suivre ce projet. Mathieu le suit déjà depuis l'Anruin, parce qu'il a déjà suivi les 8 premières démolitions et la réhabilitation du Cèdre de ces 2 bâtiments dans le cadre de l'Anruin. Donc je lui ai promis une place, de faire une place à la fin du NPNRU Mathieu Collot, donc j'espère qu'on l'aura. Mais je pense que pour lui, le challenge et la joie de vivre de son métier est beaucoup plus important. Mais ça, je pense qu'il va le dire. Il va le confirmer. C'est-à-dire que comme dans les jeux vidéo, j'ai perdu énormément de points de vie. J'ai moins de cheveux, plus de barbe blanche. Je dors beaucoup moins, je pense. Mais comme Zoé, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des projets qui sont énormes. C'est vrai que voilà, des réhabilitations, ça existe, il y en a en France. C'est vrai que là, on a intégré du réemploi, on a de l'insertion, on a eu beaucoup d'amiante. On est sur il y a 150 ouvriers, je sais dire bonjour en beaucoup de langues maintenant, en ourdou, en moldave, en roumain, en tout ce qu'on veut. Et ça, c'est aussi ça qui est très intéressant. On fait le métier qu'on fait, c'est du bâtiment, c'est de la technique, mais c'est beaucoup d'hommes, beaucoup d'humains, beaucoup de femmes. Et le fait d'être tous ensemble sur des projets comme ça, voilà, c'est quand même stimulant. Et effectivement, voilà, c'est une réhabilitation. Vous n'en avez pas énormément comme ça en France. Aussi profonde dans la métamorphose du bâtiment, aussi complexe dans de la structure. C'est pas si simple que ça de rattacher des balcons sur un bâtiment existant, d'intégrer du réemploi et de lier tout ça dans un planning, dans des contraintes budgétaires. C'est difficile. Et effectivement, c'est de l'investissement de tout le monde, que ce soit les entreprises, les compagnons. Et on voit que tout le monde a quand même... Il y a quand même une certaine fierté. C'est intéressant. En plus, c'est un chantier qu'on voit de partout. Pendant 1 an, il y avait une des plus grosses grues du quart nord-est, quelque chose qui domine tout. C'est intéressant. Et vous avez parlé de réemploi justement, donc il y a une belle structure qui a émergé aussi de ce projet de réhabilitation. Donc c'est la maison du réemploi. Vous pouvez nous présenter cette activité, en quoi ça consiste? C'est-à-dire qu'en fait, dès le début du projet, on a dit on va déconstruire et réhabiliter un bâtiment sur lequel on était intervenu il n'y a pas très longtemps. On a des équipements qu'on a mis qui sont de bonne qualité, qui sont plutôt récents. Et on s'est dit, ça, c'est pas possible en 2020. De tout casser et tout remettre neuf. Donc tout de suite, on s'est dit, on va essayer de faire du réemploi. Donc on s'est un peu lancé là-dedans, bille en tête. Et petit à petit, toutes les difficultés, on en a fait des opportunités. Et ça a permis de créer une structure qui est la maison du réemploi, qui est portée par l'entreprise d'insertion Réciprocité, qui permet de déposer, remettre en état et ensuite de mettre à disposition des entreprises pour remettre sur le chantier du Tilleul Cèdre Bleu ou sur les constructions neuves qu'on a eues sur l'autre côté. Et aussi avec un accès aux particuliers qui peut venir récupérer des équipements qui sont de bonne qualité, remis en état.
ce que finalement tout le monde fait sur Le Bon Coin, etc. Mais là, vous avez quelque chose qui est un peu plus professionnel et avec des volumes plus importants. Et puis il y a vraiment de tout, hein. On a des portes, des baignoires, des toilettes. Ah, mais c'est un peu c'est la caverne d'Ali Baba, hein, quand même, quand on y va. C'est assez impressionnant. Et pareil, ça permet aussi d'échanger avec les architectes, de se poser des questions, de faire preuve d'ingéniosité. Et une fois de plus, ça veut dire qu'autour de la table, on se retrouve entre hommes et femmes du bâtiment pour co-construire un projet. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Je pense que c'est la richesse de nos métiers. C'est ce lien avec les entreprises. Et en plus, nous, derrière, c'est le lien aussi avec notre locataire. C'est de faire toute cette boucle. Et alors, ces 9 projets que vous portez, dans le meilleur des mondes, si tout va bien, quand est-ce qu'ils sont censés être finis, livrés Déjà, on a pris du retard, hein, parce que tout le monde a connu le Covid, tout le monde a connu la guerre en Ukraine avec la hausse des coûts des prix des matériaux. Donc, il y a eu des retards de chantier. Mais c'est vrai que l'année 2025 est l'année où on livre. On va un peu plus respirer, on espère. On a déjà livré pas mal sur le Cèdre Bleu, hein. Mathieu, on finit en septembre, hein, les dernières livraisons. Ouais, on va finir en décembre, je pense, plutôt Cèdre Bleu. Là, on est sur... J'apprends un retard, c'est ça. Non. Oui, on le savait. Non, mais on est sur un trend, là, comme on dit, sur 550 logements cette année sur le plateau et un petit peu moins l'année prochaine. Donc, ce qui va permettre de redonner une bouffée d'air frais sur le quartier, de redynamiser le quartier. Et effectivement, petit à petit, d'entrevoir le bout du tunnel. Oui, parce qu'on y reviendra après, mais effectivement, c'est un quartier donc, qui a été vidé de ses habitants, un quartier qui a connu un creux, et là, donc 2025, ça va être une année de redynamisation. Et on le disait aussi, la possibilité de voir de nouveaux commerces, de nouveaux services aussi arriver sur le plateau, pour changer l'image toujours. Oui, après, au-delà... En complément de ça, je vais finir peut-être sur les projets, on a livré 130 logements rue du Merlon, avec 80 premiers logements qui ont été livrés en début d'année, et les restes début juin, les 50 derniers sur les derniers plots début juin. Après, on aura les 70 pavillons, une partie qui seront livrés aussi en juin et le reste en septembre. Donc ça fera vraiment une transformation, une arrivée de population nouvelle. Vous parliez de commerçants, oui, il y a les commerçants du plateau de Haye, mais M. Chacon aussi le sait. Ils en ont souffert de cette dépopulation, on va dire, temporaire. Donc là, il y a tout un accompagnement qui a été fait par la métropole, porté par la métropole et la ville de Nancy, pour rechercher des nouveaux commerçants, pour ramener une sérénité, autant pour les commerçants que pour les locataires qui habitent sur place, parce que le seul commerce manquant, vous l'expliquiez tout à l'heure, c'était une boulangerie. Et notre maire président a vraiment l'intention de ramener un boulanger sur ce quartier. Et même s'il y a la cascade qui est pas loin, mais la cascade, c'est à 10 minutes en bus, c'est à une demi-heure à pied. Oui, pour aller chercher son croissant, c'est un peu loin. C'est un peu loin. Ou alors il faut vraiment en avoir envie. C'est ça. Bon, je propose qu'on fasse une petite pause musicale et on se retrouve juste après. Le Forum des bailleurs sur RCN, en partenariat avec l'OMH. Et on continue notre série d'entretiens dans le Forum des bailleurs et je me tourne vers Abdeltif dit Tifa. Vous préférez sur le quartier du plateau de Haye, on vous connaît sous le nom de Tifa, c'est voilà, ça, bien sûr. Okay. Donc vous êtes président de l'atelier vie de quartier du plateau de Haye et aussi responsable du club de boxe du Haut-du-Lièvre. Tout à fait. Alors peut-être déjà commencer par expliquer l'atelier de vie de quartier. À quoi ça sert exactement ? L'atelier de vie de quartier, en fait, ça a été mis en place depuis 2020. Le jour de l'élection de Monsieur le maire, c'est par la mairie de Nancy. On est actuellement 22 membres dans l'association ils sont bénévoles. Voilà. On est amené surtout à essayer d'animer le quartier. Mais comme il y a beaucoup d'associations, on a un grand tissu d'associations sur le plateau. Alors nous, on est plus amené à accompagner les habitants, soit sur le logement, soit sur le relogement, sur les démarches administratives, sur l'emploi. Voilà, on essaye de faire ce que font pas les autres associations. D'accord. Et vous vous réunissez où et à quelle fréquence ?
On se réunit une fois par mois, si vous préférez, à la salle Orangerie à Gentilly. Et on a un groupe WhatsApp. Un groupe WhatsApp qui est important pour nous. Ça permet en fait d'apporter toutes les doléances des habitants, les membres s'ils ont vu quelque chose, que ça soit au niveau sécurité, au niveau nettoyage, tout ça. Voilà, on est amené à appeler les services concernés en fait au niveau de la mairie ou la métropole du Grand Nancy ou l'OMH. Alors, on le disait juste avant, hein, dans le cadre du projet de transformation du plateau de Haye, on a dû déloger certains habitants pour pouvoir faire des travaux, hein, forcément. Comment ça s'est passé pour les habitants du plateau? Parce que c'est vrai qu'on sait que certains sont vraiment très attachés à leur quartier et ça n'a pas dû être une décision facile à accepter quand on leur a dit il va falloir partir. Non, ça n'a pas été facile dans nous parce que ma mère habitait au Thiel-Argenté, Laurent Bonnevet. Et c'est vrai que les faire déménager, surtout qui seront là depuis, on va dire, moi j'ai 45 ans, hein, ils seront là peut-être depuis 50 ans. 55 ans, les parents. Il y a un grand tissu sur le quartier d'Eau du Lièvre qu'il n'y a pas sur d'autres quartiers. Voilà, que ça soit au niveau des habitants, il y a de l'entraide. Voilà, c'est pour ça que les gens ont du mal à partir ailleurs. Voilà, partir ailleurs. Dans nous, on a du mal parce que on se sent bien. Voilà, on se sent bien, on se promène. Il y a pas, pour moi, il n'y a pas d'agression, il n'y a pas de quartier de non-droit. C'est un quartier bon vivre, en fait. Voilà. Alors aujourd'hui, ça y est, là, les habitants commencent à revenir sur le plateau. Est-ce qu'il y a beaucoup d'anciens habitants du quartier qui souhaitent revenir vivre ici? En quelle proportion? Oui, bien sûr. Moi, j'ai pas mal de demandes d'accompagnement sur des dossiers. Il y a des personnes qui sont parties sur Vendeuvre, il y en a qui sont partis sur Haussonville, il y en a qui sont sur Nancy et ils veulent revenir. Voilà, ils veulent revenir et beaucoup de demandes sur le Cèdre Bleu en fait. Voilà, sur le Cèdre Bleu et sur d'autres bâtiments, sur les nouveaux bâtiments qui ont été construits derrière la Poste en fait. Vous accompagnez les habitants du coup dans le cadre du relogement. De quelle manière est-ce que vous les accompagnez? En fait, on les accompagne. J'ai la chance d'être reçu par l'OMH, on va dire une fois par mois, par la directrice, Madame Petri, qui s'occupe en fait de tout ce qui est échange d'appartements, appartements. Et c'est là qu'on essaye de voir, bien sûr, avec les situations de chaque personne est différente. Et on essaye, voilà, au maximum d'essayer de trouver un relogement sur le plateau, en fait. Le plateau de Haye, c'est un quartier où on a envie de revenir y vivre ou de venir y vivre pour la première fois, parce que c'est vous le disiez, les habitants se sentent bien en fait ici. Quels sont les atouts à venir habiter au plateau de Haye? Les atouts, c'est qu'il y a de l'entraide, c'est-à-dire que on est comme une famille. Il y a les voisins, dès que vous avez besoin de quelque chose. On n'est pas à l'abri, voilà, on a oublié quelque chose en course, en tant que chez le voisin. Voilà, il y a beaucoup comment je peux vous dire ça? Il y a un regroupement qui se fait par exemple dans les parcs, en bas des immeubles, mais tout ça, on va dire dans la joie et la bonne humeur qu'on ne retrouve pas sur d'autres quartiers en fait. Et ce quartier, il est aussi riche de ces associations, des associations culturelles, sportives. Qu'est-ce qu'on retrouve sur le secteur? On a la chance, c'est qu'on a beaucoup d'associations culturelles. On a la MJC du Haut-du-Lièvre, on a le Bus Ardent, on a la Clairière, on a les Francas, pour pas que j'en oublie d'autres. On a l'association Ajane. Au niveau du club, au niveau des associations sportives, nous avons le club de foot, nous avons le basket, nous avons la boxe, nous avons encore l'aïkido, taekwondo. Voilà, on a pas mal de choses que d'autres quartiers ou d'autres villes n'ont pas. Et puis la rénovation de ce quartier, ça va permettre d'améliorer le bien-être, le cadre de vie après le chantier. Très concrètement, qu'est-ce qui va changer à l'issue des travaux quand tout sera fini? Une fois que les travaux seront finis, il y aura du bon vivre. Voilà, on va avoir un nouveau quartier. Malgré qu'on aimait bien notre quartier d'avant. Voilà, mais bon, il y aura de l'amélioration, il y aura du neuf, et ça permettra en fait un bon partage avec tout le monde en fait. Il y aura plusieurs services, on en parlait tout à l'heure, mais il y aura une médiathèque, il y a des jardins partagés, ça va être un quartier qui va être plus végétalisé aussi. Au fil des années, au fil des mois, on commence à structurer pas mal de choses. On a inauguré il y a à peu près 3 semaines avec Monsieur le maire
et Madame la présidente du conseil départemental un kiosque de boxe sur Gentilly à l'extérieur. En fait, c'est des gaz agrès-sport qui sont ouverts à tout le monde, en fait. Voilà, et c'est le premier kiosque de boxe en France, en fait. On a la chance de l'avoir sur le haut du Lièvre. Et on dit souvent que le plateau de Haye a une image pas forcément toujours très positive. Est-ce que vous sentez quand même que cette image est en train de changer? Pour moi, elle a toujours été positive. C'est-à-dire, c'est la mauvaise image que les gens ont. Voilà, nous, comme je dis, j'habite le quartier du Haut-du-Lièvre. Je me sens peut-être mieux ici qu'ailleurs. Ah oui. Voilà, Ouais, et je vais être honnête avec vous. Moi, j'ai déjà déménagé sur Villers. Et c'était pas. Et je me suis fait cambrioler sur Villers. D'accord. que sur le Haut-du-Lièvre, je peux laisser ma porte ouverte. Et je vais être honnêtement, on ne nous a jamais rien touché. Et quels sont les espoirs des habitants avec cette transformation? Qu'est-ce qu'ils attendent par la suite? Ils attendent d'avoir un beau logement déjà. Sur ceux-là qui sont en attente d'appartements. Et on attend beaucoup du bon vivre ensemble. Et c'est surtout ça avec le tissu associatif, on va dire, avec tout ce qui est rénovation aujourd'hui, tout ce qui est neuf. Voilà, ça peut que apporter un plus sur le quartier. Alors, si on a des auditeurs qui souhaitent rejoindre l'atelier de vie de quartier, comment ça se passe? Quelles sont les modalités et de quelle manière il faut s'impliquer dedans? En fait, les modalités, il y a juste à s'inscrire au niveau de la mairie de Nancy, parce qu'on est en relation directement avec les instances de quartier. Et en fait, le but, c'est qu'on est bénévole. Et on est là pour apporter quelque chose sur le quartier, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, que ce soit sur l'animation, que ce soit sur les emplois, sur la sécurité. Et moi, je dirais, pour que les habitants se sentent bien, il faudrait un emploi. En ayant un emploi, un bon appartement, je crois qu'on aura tout ce qu'il faut dans la vie. Eh ben, merci beaucoup, Tifa, d'avoir réagi à notre micro. C'est avec plaisir. Le Forum des bailleurs sur RCN, en partenariat avec l'OMH. Vous êtes toujours dans le Forum des bailleurs avec l'OMH et je me tourne vers mon invitée suivante, Zoé Pernet. Oui. Alors Zoé, je vais vous laisser donc vous représenter à nouveau, vous nous rappeler de quelle manière est-ce que vous prenez part justement à la transformation du plateau de Haye. Donc moi, c'est Zoé Pernet. Je suis conductrice de travaux pour l'entreprise GTM. Ça va faire depuis novembre 2022 que je suis sur le projet. On s'occupe vraiment de toute la partie gros œuvres, donc toute la partie structurelle du bâtiment. Moi, ça va faire 8 ans maintenant que je fais ce métier et c'est l'un de mes plus gros chantiers actuellement. Voilà. Et est-ce que c'est un chantier passionnant, difficile? Comment est-ce que vous vivez ce projet? C'est un chantier qui est vraiment passionnant, qui est atypique. Moi, en tout cas, c'est la première fois que j'ai un aussi gros chantier. Donc même pour moi, professionnellement, c'est hyper enrichissant. Moi, mon métier, je l'adore parce que c'est aussi un esprit d'équipe. Et ici, il y a plein d'entreprises qui interagissent les unes avec les autres. Et c'est ce que j'aime, ou même avec la maîtrise d'œuvre, la maîtrise d'ouvrage, donc avec Mathieu, etc. Et je trouve que sur ce chantier, ça fait longtemps qu'on y est tous, mais il reste encore cette bonne ambiance entre nous, cette qualité de travail qu'on a au quotidien. Et on avance vraiment tous dans le même sens. C'est hyper agréable. Alors vous, sur le chantier, vous faites quoi également? De quelle manière est-ce que vous intervenez? Alors, donc moi, mon métier, c'est vraiment de gérer toutes mes équipes sur place. Donc au maximum, on est une quarantaine d'ouvriers. Là, on en a beaucoup moins parce qu'on est plutôt en fin de chantier pour notre part. Mais ouais, je gère donc tous les ouvriers au quotidien. Je leur amène tous les points techniques, tout ce qu'ils ont besoin, les plans, les matériaux, tout ça. Et je gère aussi tous les petits soucis, tous les petits tracas du quotidien. Tous les aléas, parce que forcément en réhabilitation on en a quotidiennement. Ça peut être quoi par exemple? La découverte d'un réseau, où on casse nous-mêmes un réseau, des choses comme ça, où la structure devait être de tel type et en fait on se rend compte que c'est autre chose, ou en amont les architectes ont prévu quelque chose et ça ne fonctionne pas dans la réalité, donc on doit apporter des solutions techniques. Voilà, c'est tous les aléas qu'on peut avoir au quotidien. Vous avez dit chantier atypique. Est-ce qu'il y a quelque chose jusqu'à présent qui vous a marqué justement de ce chantier un peu insolite, un peu que vous n'avez pas l'habitude de faire ou de rencontrer?
Le plus gros point, en tout cas pour moi, sur le tilleul argenté, ça a été la mise en place de la grue, celle qu'on a pu voir. Comment ça s'est passé? En fait, on a intervenu donc avec des grues mobiles, donc des grues qui sont donc sur des camions pour la première partie, et la deuxième partie, ayant beaucoup moins de place, on a décidé de mettre une grue. À la base, on en voulait 2, mais on a dû en mettre qu'une. Mais techniquement, en fait, à cause du site, on a dû mettre une très grosse grue. Donc ça nous a apporté plein de petits problèmes techniques. On a dû faire un fût scellé, enfin bref, plein de petits trucs techniques très compliqués. Mais en tout cas, c'était hyper intéressant et c'était une fierté d'avoir cette grue vraiment qui dominait tout Nancy pendant plusieurs mois, quoi. Et on le disait hors antenne, je vous demandais la différence dans votre métier entre construction neuve et réhabilitation. Et vous disiez réhabilitation, c'est beaucoup plus stimulant pour vous? Moi, c'est ce que je préfère. Donc effectivement, j'ai fait un peu des deux. J'ai fait de la réa aussi en site occupé, donc plutôt énergétique, tout ça. Le neuf, c'est une fois qu'on est sorti des fondations du sous-sol, ça suit son cours, c'est une rotation, c'est très enclenché, enfin, c'est cyclique, alors que vraiment la réa, on n'a pas le temps de s'ennuyer. C'est toujours de la nouveauté, même si c'est un chantier qui a été répétitif de par sa structure. On arrivait toujours à avoir des nouveautés, des nouvelles réflexions à avoir au quotidien. Et c'est ce qui est plaisant, parce qu'en travaillant en équipe, on a besoin de cet esprit d'équipe pour trouver des solutions. Pour vous dévoiler un peu les coulisses de l'émission, j'ai demandé à Zoé, en préparant cette interview, s'il fallait pointer du doigt le fait que c'était une femme, hein, parce que c'est vrai que c'est des métiers où on n'a pas forcément l'habitude. Et donc, non, vous êtes fière de dire que vous êtes une femme dans un milieu d'hommes, parce que vous avez des collègues féminines sur le chantier? Oui, j'ai une autre collègue donc, avec moi qui est en alternance pour l'instant, mais qui va devenir conductrice travaux par la suite. Pour moi, c'est même pas une question. Enfin, en soi, c'est une question qui est souvent posée, mais pour moi, c'est pas une question. Homme ou femme, c'est un métier qui est ouvert à tout le monde. Mais pour moi, effectivement, c'est un avantage d'être une femme, parce que souvent, le lien, en tout cas avec nos ouvriers, ça se passe très facilement. Comme je disais, il n'y a pas cet esprit des fois de fierté qu'on peut avoir entre deux hommes, ça peut arriver. Mais pour moi, c'est plutôt un avantage d'être une femme plutôt qu'autre chose. Et justement, on essaye de promouvoir en tant que femme dans des milieux masculins. Je fais partie de l'association Elle Bouge, où justement, on essaye de donner envie aux filles qui sont dans leurs études d'accéder à des métiers qui sont dits masculins et leur montrer que tout est possible et qu'il n'y a aucune porte qui est fermée pour elles. Et justement, quelles vont être un peu les actions de l'association pour promouvoir, faire passer ces messages? Alors, il y a plein d'actions possibles. On intervient donc dans les primaires, collèges, lycées, et maintenant, ils vont même essayer d'intégrer les maternelles. On intervient aussi dans tout ce qui va être école supérieure, école d'ingénieur, tout ça. On fait des journées, des journées à thème, des défis, des concours. Et aussi, nous, on va présenter nos métiers, ou on fait aussi des visites sur nos lieux de travail. Donc, moi, je fais souvent des visites de chantier pour montrer un peu comment ça s'opère et tout ça. Ok. Et qu'est-ce qui vous plaît sur les chantiers le plus? Est-ce qu'il y a un aspect de votre métier que vous aimez particulièrement? Moi déjà, c'est le fait de travailler en équipe. C'est déjà ce que j'adore. J'aimerais pas travailler seule. Enfin, en tout cas, c'est mon caractère. Et le fait vraiment de voir les choses se faire, de voir les choses construire ou déconstruire, il y a les deux, mais vraiment de voir des choses concrètes. Et oui, ce lien qu'on a, on interagit avec des dizaines de personnes, et c'est ce qui est plaisant. Et le fait justement d'intervenir sur un chantier aussi énorme, atypique et beau que le Cèdre Bleu et le Tilleul Argenté, c'est une fierté pour vous de faire partie de cette aventure? Clairement, franchement, c'est une très grosse fierté. Quand on m'a proposé le chantier, j'ai eu très peur au début, parce que je me dis, est-ce que j'en ai la capacité? Oui, pour l'instant, ça va, ça se passe bien. Et non, pour moi, plus tard, même pour ma partie personnelle, je sais que j'ai acquis énormément de connaissances, et ma confiance en moi, elle s'est décuplée avec ce chantier. Donc non, c'est un très gros point positif pour moi. Ok, merci beaucoup. Donc les femmes sur les chantiers, il en faut un petit peu plus. Très bien. Deuxième pause musicale, et puis après on parlera des ateliers de vie de quartier. Le Forum des bailleurs sur RCN, en partenariat avec l'OMH.
Et dans le Forum des bailleurs, aujourd'hui, j'ai à mes côtés Jean-Louis André. Bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain et réalisateur nancéen, donc vous sortez un livre, Notre chez-soi. Je vais vous laisser redire le titre en entier parce que j'arrive pas à me relire. Notre chez-soi, ça c'est le titre, et puis le sous-titre c'est La maison des Français depuis les 30 Glorieuses, donc depuis la Libération. Et également, vous allez sortir un documentaire. Oui, pour Vosges TV, qui lui est consacré uniquement aux transformations, à la construction et aux transformations et aux déconstructions du Haut-du-Lièvre. C'est quoi l'origine de ce documentaire? Comment est-ce que vous vous êtes dit, tiens, je vais faire un documentaire sur le Haut-du-Lièvre? C'est le fait de voir disparaître sur une crête, un plateau, quelque chose, à la porte d'entrée de Nancy, quelque chose qui a été pendant 30 ans ou 40 ans le symbole de la ville, finalement. Et qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, donc je me suis posé cette question, qui est la même question exactement que je me suis posée sur le livre, c'est-à-dire essayer de voir ce que les changements de lieu où l'on vit, de maison, le pavillon, la maison individuelle, la maison à la campagne, la fermette, le camping-car, etc. Qu'est-ce que ça raconte des aspirations et des évolutions de notre société? Et alors, vous avez trouvé des réponses à vos questions ou... Sur le livre, j'ai trouvé un certain nombre de réponses. Si on s'en tient au Haut-du-Lièvre, je trouve que c'est la ville qui se fait d'abord. Parce que ce dont souffrent souvent les quartiers qui ont été construits, c'est d'avoir été des choses qui sont sorties toutes faites du cerveau d'un concepteur, d'un architecte, etc. Or, on sait bien que la ville, c'est des couches, c'est le millefeuille, c'est des interventions successives. Donc là, je trouve assez intéressant. Et alors, si on essaie de voir... Quelles ont été les différentes interventions qu'il y a eu sur le Haut-du-Lièvre? Il y a eu d'abord la construction, qui n'est pas une construction au rabais. L'architecte qui arrive ici, c'est Bernard Zerfus, il est très content d'arriver, c'est celui qui a fait quand même l'UNESCO, ce qui fait le CNIT à la Défense, c'est pas rien, l'architecte, c'est un des plus grands architectes des années 60. Puis après, il y a eu le moment où on a cru qu'il fallait casser, alors d'ailleurs on a failli casser à un moment le Haut-du-Lièvre, puis après on l'a pas cassé, mais c'est l'époque... où il y a des images incroyables où on voit les tours qui implosent, vous savez, dans un nuage de fumée qui tombe, comme ça. Il y avait même un moment, il y a eu un concert on a prévu un concert de Jean-Michel Jarre pour mettre tout ça pour la fin des Minguettes, pour les Tours Démocratie, ça devait être mis en musique et en lumière par Jean-Michel Jarre. Donc c'était un moment où on était très content de casser. Aujourd'hui, on voit qu'on est dans une autre politique. Ouais. On est content de casser pour essayer de donner une nouvelle, meilleure vie, un meilleur cadre de vie, mais en même temps, on n'est pas en train d'infliger violemment aux gens l'idée de, vous voyez, non seulement c'était pas bien où vous étiez, mais en plus on vous le casse, quoi. Donc on se réjouit pas forcément de casser, mais on le fait, voilà. Et peut-être que dans 20 ans, on fera encore autrement. Et alors, pour le livre ou le documentaire, vous avez été amené à rencontrer des habitants, des acteurs du quartier. Comment... Oui, alors non seulement, oui, c'est ça qui est intéressant, c'est de confronter justement les habitants, le discours des habitants, leurs ressentis, et puis à côté, enfin les associations. Ce monsieur, on va se voir là pour le documentaire, mais j'ai déjà vu le président du club de foot. Enfin, voilà, on est dans cette optique-là. Et en même temps, il y a les discours des architectes, en même temps, il y a les discours des médias. J'ai essayé de retrouver un peu tout ce qu'a raconté l'Est républicain, par exemple, voilà, et ça change. À chaque fois, c'est empreint d'idéologie, de plein de choses. Il y a les discours des médias, il y a les discours officiels des politiques ou des bailleurs sociaux, etc. Donc chaque fois, c'est plein de discours, plein d'idéologies qui se chevauchent, qui se contredisent parfois, mais c'est la vie. Alors, si on veut découvrir votre livre, où est-ce qu'on peut se le procurer? Alors, pour l'instant, on ne le découvre pas encore, puisqu'il sort il sort très prochainement, fin mai, et on peut se le procurer dans toutes les librairies, puisque c'est les éditions Odile Jacob, et que donc, voilà, c'est une diffusion nationale. Et donc, pour le documentaire, c'est en cours, alors? Alors, le documentaire, on va le monter en juin, à peu près, juin-juillet, ou septembre, on finira peut-être, et puis ça sera sur Vosges TV, Mirabel TV, enfin tout le groupement des télévisions du Grand Est.
Très bien, merci beaucoup Jean-Louis Merci André. Pour conclure, je vais me retourner à nouveau vers vous, Mathieu Collot et Jean-François Briche. Vous le disiez, donc vous êtes acteur de la transformation du plateau de Haye, mais vous travaillez aussi avec beaucoup d'autres acteurs. Et l'idée, c'est vraiment de créer sur ce quartier une vraie mixité sociale. Ça, c'est super important. Alors c'est d'autant plus important parce que notre partenaire principal est la métropole, parce que c'est le porteur de projet sur ce NPNRU. Bien sûr, nous, d'ici l'année fin 2025, on va livrer à peu près 424 logements, que ce soit sur les 9 projets, comme je le disais tout à l'heure, mais aussi il y a de la promotion privée pour Bouygues, qui est construit aussi près de la rue du Merlon, mais il y a aussi de la gestion sociale à la propriété avec la coopérative Leni, qui va arriver aussi sur l'année 2026. Donc oui, c'est un grand partenariat. On est des acteurs, puisque on est les seuls représentants de bailleurs sociaux sur ce quartier du plateau de Haye. Mais il y a aussi, on ne change pas seul l'histoire d'un quartier ou l'image d'un quartier, financièrement d'autant plus. Donc sur ces 9 projets qui sont en cours à l'OMH, donc on récapitule, ça fera à la fin combien de logements qui seront livrés? Ça fait, en fait, on va livrer 713 logements en réhabilitation et 252 logements neufs au niveau de l'OMH. Donc, l'ensemble du projet de déconstruction-réhabilitation devrait voir arriver à sa fin à la rentrée 2027. Et donc pour l'instant, quelle part de ces logements est déjà réservée pour les futurs habitants? Là, on a déjà livré sur le Cèdre Bleu 163 logements et on a commencé sur les 130, 80 sur les 130, les 50 prochains c'est début juin. Donc après, il reste encore de l'offre. Tout n'est pas, même si on sent que c'est pris d'assaut tout de suite, comme le disait Monsieur Chacron, parce que il y a un travail qui est fait avec le parcours résidentiel et solidarité chez nous, qui est avec sa directrice, Madame Pétry. On parlait de relogement tout à l'heure on a relogé principalement les grandes familles, les familles sur le plateau de Haye, parce qu'il y a un système scolaire aussi à garder en place. Mais aussi sur le reste de notre patrimoine. Après, il n'y a pas une priorité complète sur revenir sur le quartier. Et c'est pour ça que M. Chacron vient voir Patricia Pétry pour voir quelle est la possibilité pour revenir sur place. Et après, il y a aussi des réservations d'Action Logement, parce qu'Action Logement est un financeur en partie du projet NPNRU, donc ils sont réservataires de certains projets, de certains logements. Mais après, si les gens veulent venir habiter sur un quartier où il fait vraiment bon vivre, où on a vraiment envie, au-delà du marché dominical du dimanche, où on a vraiment envie de venir, qui se rapproche de l'agence commerciale chez nous, rue Stanislas, et déposer un dossier. Et on sera heureux de les accueillir. Un grand merci à tous d'être venus nous parler des transformations donc sur le plateau de Haye. Le Forum des bailleurs, ça touche à sa fin. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt. RCN, www.rcn-radio.org